On avait vu donc les aspects échographiques et puis maintenant donc on va essayer de plonger à l'intérieur de l'utérus pour voir quels sont ces aspects hystéroscopiques et quelles sont les possibilités d'approche thérapeutique par cette voie hystéroscopique que ML nous fera l'honneur de bien présenter. Très bien, merci beaucoup Farouk. Alors maintenant, on va passer à l'hystéroscopie. Et comme Farid Benaibouche devait assurer la partie chirurgicale, donc j'ai rajouté quand même quelques slides pour pouvoir aussi couvrir un peu du topo qu'il n'a malheureusement pas pu faire aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir les slides, s'il vous plaît? Merci. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, même si j'ai un intérêt particulier pour l'endomètre, comme vous le savez. Et dans l'adénomiose et l'endométriose de façon générale, on a en fait deux types d'endométrium. Il y a l'endométrium ectopique. Dans l'adénomiose, on le trouve au niveau de la paroi. Et, ah voilà, donc c'est là. Donc dans le myomètre. Et il y a l'endomètre eutopique qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. Pourquoi on s'intéresse à l'adénomiose? C'est parce qu'en fait, elle a des conséquences cliniques et pratiques. On sait très bien aujourd'hui que les femmes qui ont l'adénomiose, elles ont plus de problèmes de fertilité, plus d'échecs à l'implantation, plus de fausses couches, même plus de pathologies placentaires liées au placenta, comme les prééclampsies, comme les retards de croissance. Et c'est ça, en fait, qui nous pousse à aborder et à parler de cette problématique. Et on pense que c'est parce que ça interfère avec l'expression moléculaire au sein de l'endomètre eutopique, que ce soit l'inflammation, que ce soit aussi le péristaltisme. On sait aussi que ça perturbe le péristaltisme qui peut être défavorable à l'implantation de l'embryon. Alors, ce qu'on voulait dire d'autre, c'est que dans cet article que j'ai publié dans The Trocar, on avait partagé des images de l'endomètre normal, pathologique, jusqu'à l'endomètre malin. Et pour l'adénomiose, donc on avait collecté les données les plus consensuelles. Il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a pas de consensus véritable, mais il y a des signes hystéroscopiques qui font en fait consensus dans la communauté, notamment des hystéroscopistes, et qui sont suggestifs, fortement suggestifs d'adénomiose. Donc on va voir ces défects au niveau de la muqueuse. Donc comme vous voyez ici, donc on a des trous au niveau de la muqueuse. On a aussi, ça peut être par rapport à ces stries qu'on voit à l'échographie, on peut les corréler. Vous voyez ici un défect avec des aspects, ce qu'on appelle un aspect fibrotique des lésions sous-endométriales, qu'on voit mieux ici. Et on a aussi l'hypervascularité. L'hypervascularité est fortement suggestif d'adénomiose. Donc là, les fameux kystes hémorragiques sous-muqueux, et quand on fait attention, on voit aussi qu'il y a une hypervascularité. Parfois, on a cet aspect kystique, et quand on l'ouvre, on a l'issue d'un liquide brun chocolat. Alors là, est-ce que vous remarquez une lésion particulière? Oui? D'accord. Et j'espère que vous avez vu ça aussi. Parce qu'on parle d'adénomiose, mais il y a aussi parfois les pathologies structurales. Donc, effectivement, on a cet aspect bleuté, et quand on rentre dans la lésion, on va à l'issue d'un liquide brun chocolat. Est-ce que ici vous voyez une anomalie? Oui ou non? C'est pas clair. Je suis d'accord, c'est pas très clair, mais voilà, là on voit une petite tache rouge, et là le but de ce partage, c'est pour vous montrer que en hystéroscopie, il ne faut jamais se contenter d'examiner de loin. Il faut toujours s'approcher de l'endomètre, de la muqueuse, et faire la mise au point, c'est-à-dire réajuster le focus pour mieux voir les lésions. Donc quand on agrandit, quand on s'approche, on voit très bien qu'il y a une hypervascularité avec une lésion
sous-endométrial bleuté, donc un kyste bleuté et une hypervascularisation au-dessus. Donc ici, pareil, quand on voit comme ça de loin, on remarque le polype, la lésion polypoïde qui est à l'intérieur, mais quand on examine mieux, plus profondément, donc on voit ici, là, une lésion, et vous voyez la différence quand on s'approche, quand on va de façon plus rapprochée, regardez, qu'on voit beaucoup plus clairement, et on voit une lésion, un défect muqueux avec une lésion kystique sous muqueuse. Alors, il y a aussi l'aspect en fraise, donc, qui est décrit par beaucoup d'hystéroscopistes comme étant un signe d'adénomiose. On pense plus qu'en fait, c'est un signe d'inflammation, c'est un trouble inflammatoire, parce qu'en fait, l'adénomiose, elle entraîne, elle impacte, maintenant c'est connu, il y a beaucoup de, il y a des datas qui montrent l'impact de l'adénomiose sur les paramètres inflammatoires de l'endomètre eutopique. Alors, donc voilà justement ce que j'étais en train de dire. Et parmi les conséquences de l'adénomiose sur l'endomètre, donc on a un tas de paramètres inflammatoires qui peut être perturbé. Pas aussi, donc ça c'est un article qui date quand même de 13 ans, mais qui est intéressant parce qu'il a été le premier à révéler c'est-à-dire le changement de paradigme dans l'adénomiose et dans l'endométriose également, et c'est en fait l'impact que ça a sur les récepteurs à la progestérone. Donc en fait, ça perturbe l'inflammation. L'inflammation chronique, on sait qu'elle crée de la résistance à la progestérone. L'endométriose et l'adénomiose peuvent aussi créer une résistance à l'adénomiose, à la progestérone. Il y a aussi des paramètres moléculaires qui sont perturbés, comme l'aurora kinase A. Donc, c'est une enzyme qui, en fait, inhibe la desquamation de l'endomètre. Et dans l'adénomiose et l'endométriose aussi, elle est augmentée. Et donc, on comprend chez ces femmes la tendance aux pathologies prolifératives. Donc, pour vous dire la vérité, c'est quelque chose que j'avais constaté en pratique. C'est quelque chose que moi-même, je ne savais pas. Mais j'avais constaté, c'est parti d'un constat pratique, que des femmes jeunes qui n'avaient pas de problèmes hormonaux, qui faisaient des polypes, des hyperplasies, elles étaient minces, ovulation correcte, cycle régulier, elles n'avaient pas de facteur de risque hormonal, mais qui faisaient des polypes à répétition, des hyperplasies, qui répondaient mal à la progestérone. Et j'avais fait le lien avec l'endométriose et l'adénomiose. Donc ça fait quelques années. Et c'est à partir de là que, en fait, j'ai fait des recherches sur l'explication sur le plan moléculaire et inflammatoire. Et c'est à partir de là que j'ai constaté qu'en fait, ces données existent dans la littérature. Et cette étude de cohorte qui a été faite en Corée, ça a été publié tout récemment, ça a été faite en fait chez les patientes endométriosiques et qui a montré en fait cette tendance aux maladies prolifératives chez les femmes qui ont l'endométriose et que ces femmes-là avaient un risque significativement plus élevé que les femmes qui n'avaient pas d'endométriose pour les hyperplasies et les cancers de l'endomètre, mais que ça n'impactait pas le pronostic. C'est-à-dire le pronostic était le même, mais il y avait quand même un surrisque de cette population de femmes. Et j'en parle pas pour... Il ne faut pas qu'on affole les patientes, mais c'est juste pour garder ça en tête. Et je pense que quand même, avoir une échographie annuelle, surtout dans notre contexte, c'est très accessible, serait quand même une bonne chose. Voilà, donc maintenant concernant le traitement, alors à ce jour, le traitement, en parlant de traitement hystéroscopique, à ce jour, il n'y a rien de encore validé, c'est encore à l'état expérimental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les femmes qui ont fait plusieurs échecs de PMA, on est en train d'essayer de réséquer l'adénomiose pour voir ce que ça donne, parce qu'on n'a pas assez d'informations. Donc, il n'y a pas d'essai randomisé, il n'y a pas de protocole clair. Et voilà, là, j'ai mis la photo de Attilio Di Spiezzo Sardo qui était à l'Angole. Donc, il a assuré un live en chirurgie. Et
Attilo, c'est quelqu'un qui défend le traitement hystéroscopique de l'adénomiose, comme son mentor Rudy Campo. Mais lui, c'est quelqu'un quand même il faut voir comment il opère. C'est quelqu'un qui est très minutieux, très méticuleux. On a eu un cas, il a préféré ne pas toucher parce qu'il évalue les risques et les conséquences. Donc, même s'il défend cette approche, il ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on peut penser que voilà, maintenant, on a l'hystéroscopie, on va juste réséquer l'adénomiose et en fait, abîmer la cavité de la patiente. Parce que dans l'adénomiose, il n'y a pas de pseudocapsule, il n'y a pas de plan de clivage propre. Donc, quand on résèque juste pour réséquer, on peut créer des synéchies, on peut provoquer un endomètre réfractaire. Et donc, il ne faut pas oublier que primum nonocéré, et la recherche, elle est toujours en cours. Et même les cas qu'ils ont, c'est des courtes séries. Donc, il faut faire attention. Par contre, peut-être qu'il y a des options moins invasives et plus prometteuses, notamment la thermablation et le traitement médical hormonal, comme les agonistes GnRH, un simple Mirena aussi. Et là, j'étais au congrès de la Global Congress on Hysteroscopy la semaine dernière, ça fait vraiment une semaine, et j'aimerais partager avec vous le protocole de Rudy Campo que vous voyez là. Et donc, c'est un chercheur c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'hystéroscopie. Et j'aimerais, donc ce sont des données qui ne sont pas publiées, et c'est des séries qu'il a sur un nombre quand même limité de patientes. Et vous voyez son protocole, ce n'est pas que l'hystéroscopie quand il parle de résection. Donc, il commence déjà pour les lésions de moins de 3 cm, les petites lésions. Il commence par un traitement antagoniste GnRH, il obtient une atrophie. Après, il fait une résection. Il pense que cela lui donne un semblant de plan de clivage. Et le jour même, il met le gel anti-adhérentiel, il met du PRP, il revoit la patiente à 4 mois, il réutilise le gel et avec ça, il a de bons résultats. Mais vous voyez que ce n'est pas que l'hystéroscopie et il est impossible d'évaluer l'impact de l'hystéroscopie seule quand on a utilisé un protocole avec beaucoup d'autres molécules. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut être prudent et ne pas juste prendre la vague du moment de dire que voilà, adénomiose, il faut juste y aller et réséquer. Donc là, on en a parlé, c'est-à-dire ce qu'on retrouve chez ces femmes-là. Et avec cela, je vous remercie. Et pour ceux d'entre vous qui vont à Zanzibar, on y sera pour le congrès de la International Society of Gynecologic Endoscopy. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci Amel. Et là, je passe rapidement à la salle pour voir s'il y a des questions au sujet de la communication de Amel. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors maintenant, 2 choses. Soit il n'y a pas de questions, bien c'est le flou qui empêche les gens à poser des questions parce qu'on ne connaît pas exactement la conduite à tenir ou quelles sont comme il n'y a pas de recommandations dessus. Ça veut dire soit j'ai été très claire, soit j'ai pas été claire du tout. Non, tu as été très clair, mais tu as dit la vérité parce que on n'est pas encore assez avancé pour donner une bonne conduite à tenir. On ne peut pas encore avoir de recommandations sur ces traitements, même si ce sont des traitements qui pourraient être innovants plus tard. Moi, la question que je me pose, c'est que c'est vrai que on va dire que le traitement hystéroscopique peut-être pourrait, parce que là, dans ce cas, quand on le propose, je pense d'abord qu'on le propose dans un chapitre d'adénomiose, c'est-à-dire pour l'infertilité, mais pas dans le 2e chapitre de la métrorragie, parce que là, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut, et puis on veut créer des synéchies pour avoir le résultat au moins sur la métrorragie. Alors maintenant, si nous avons des lésions qui sont franches, et qui déforment complètement la cavité, style des adénomyomes sous-muqueux, et puis qu'on peut corréler au fibrome. C'est-à-dire on va avoir le même aspect d'un certain diamètre. Alors ça, c'est mon opinion personnelle, et je ne sais pas les filles ce qu'ils en pensent, mais peut-être qu'arranger une cavité en voie d'implantation, dans ces cas-là, ça serait intéressant. Maintenant, pour
ces petits kystes adénomiosiques qui sont un peu diffus et tout, puis après aller les chercher un peu partout pour essayer de les détruire. Personnellement, je sais pas. Je me dis peut-être qu'on peut être plus iatrogène que. Exactement. Voilà. On est Je sais pas d'accord. ce que M. Mahmoud en pense.